Le pion dans le monde des échecs est la pièce la plus humble du tableau petite, apparemment insignifiante, souvent considérée comme consommable. Mais que se passe-t-il si cette perception est erronée? Et si le vrai pouvoir du pion ne réside pas dans sa puissance immédiate, mais dans son potentiel pour changer le cours du jeu? Le pion, avec son mouvement et sa vulnérabilité limitée, remet en question notre compréhension du pouvoir. Il incarne le paradoxe de la faiblesse et de la force, un microcosme de la condition humaine. C'est cette dualité qu'Adolf Andersen, l'un des maîtres d'échecs les plus célèbres du XIXe siècle, a brillamment révélé par son approche audacieuse et non conventionnelle du jeu. Le jeu immortel légendaire d'Andersen contre Lionel Kieseritzky, en 1851, est souvent cité comme l'une des manifestations les plus brillantes de la stratégie d'échecs de l'histoire. C'était un jeu dans lequel Andersen a volontairement sacrifié des pièces puissantes, y compris sa reine et ses 2 tours, pour un but de positionner ses pions d'une manière qui le conduirait finalement à la victoire. Dans ce jeu, le voyage du pion, sa simple marche à tous les niveaux, est devenu un symbole du génie stratégique. Les sacrifices audacieux d'Andersen ont montré au monde que même la pièce la plus petite et le plus impuissante apparemment pouvait, avec le bon positionnement, changer l'équilibre de tout le jeu. Le dilemme de ce pion est une métaphore de la vie elle-même. À quelle fréquence, en tant qu'individu, sous-estimons-nous notre propre pouvoir parce que nous nous sentons petits ou sans conséquence dans le grand schéma des choses? Comme les pions sur l'échiquier, on nous dit souvent de rester à notre place, de se taire, d'accepter le rôle qui nous est donné. Pourtant, l'histoire est pleine d'individus qui, comme les pions d'Andersen, ont transformé leur situation par la stratégie et la résilience. Ce que la pièce d'Andersen nous rappelle, c'est que la force n'est pas toujours une question de puissance extérieure. Il s'agit de reconnaître le potentiel caché dans nos limites et de saisir le bon moment pour tourner la tendance en notre faveur. Dans le jeu d'Andersen, ces pions n'étaient pas seulement des pièces, c'étaient des armes. Ils ne progressaient pas isolément, mais dans le cadre d'un plan stratégique plus large. Leur véritable pouvoir n'était pas dans leur capacité à capturer des pièces, mais dans leur potentiel pour atteindre l'autre côté de la planche et être promu dans le Queens. Cette transformation symbolise la possibilité de transcender ses limites initiales. Le pouvoir du pion ne vient pas de ce qu'il commence, mais de sa capacité à évoluer par la persistance, la patience et la bonne stratégie. Le sacrifice brillant d'Andersen a montré que même la pièce la plus faible, lorsqu'elle est jouée avec la prévoyance et le but, peut devenir une force qui change le résultat du jeu. Dans la vie aussi, nous sommes souvent confrontés à des moments où nous devons faire avancer malgré les chances, nous déplacer stratégiquement et tranquillement, jusqu'au moment où nous pouvons nous libérer des rôles qui nous ont été imposés. Comme le pion, il est facile de se sentir piégé dans les circonstances ou de croire que nos petits efforts n'auront pas d'importance dans le grand schéma. Pourtant, le jeu d'Andersen est un rappel que même le plus petit mouvement, lorsqu'il fait partie d'un plan plus large, peut devenir monumental. Le pion peut sembler faible, mais son potentiel est immense. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous explorerons les façons dont ce potentiel est réalisé, et comment d'autres, comme Nelson Mandela, ont utilisé leur propre moment de faiblesse apparente pour atteindre la grandeur. Le dilemme du pion n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de possibilité et le choix de voir la faiblesse comme le fondement de la force. L'histoire de la vie de Nelson Mandela est l'une des manifestations les plus profondes de la résilience psychologique du monde. Faiblesse apparente pour atteindre la grandeur. Le dilemme du pion n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de possibilité et le choix de voir la faiblesse comme le fondement de la force. L'histoire de la vie de Nelson Mandela est l'une des manifestations les plus profondes de la résilience psychologique que le monde ait jamais vue. Comme un pion sur un échec, Mandela semblait destiné à être un morceau discret et consommable dans le vaste jeu de l'histoire. Né dans une société profondément divisée, emprisonné pendant 27 ans et soumis à des difficultés inimaginables, il a été initialement considéré par beaucoup comme un pion dans la lutte pour la liberté, un simple acteur dans la plus grande bataille idéologique. Pourtant, comme un pion qui, par patience et persévérance, atteint l'autre côté du conseil d'administration et est promu à une reine, le voyage de Mandela a été une transformation personnelle et politique. Le temps de prison de Mandela a été, à bien des égards, un creuset psychologique qui a testé sa résilience aux limites. Bien que les contraintes physiques de son emprisonnement soient graves, ce sont les luttes mentales et émotionnelles qui ont menacé de le briser. À un certain moment, beaucoup auraient cédé au désespoir ou à la vengeance,
mais Mandela a reconnu que son vrai pouvoir résidait dans sa capacité à redéfinir son rôle, non seulement en tant que prisonnier, mais en tant que leader capable de transcender les divisions de sa société. Il a compris que pour changer le cours de l'histoire, il a d'abord dû changer la façon dont il se voyait et le rôle qu'il a joué. L'expérience d'être réduit à un pion aux yeux des oppresseurs est devenue, dans l'esprit de Mandela, une occasion de forger son propre chemin et de s'élever au-dessus des limites de sa situation. Dans le jeu d'échecs, les pions sont souvent considérés comme les pièces les plus faibles, poussées aux lignes de front avec peu de respect pour leur survie. Mais la nature même du voyage du pion, sa marche lente et stable, porte en lui une profonde leçon de résilience. Tout comme le pion, Mandela a été poussé aux lignes de front de l'histoire, soumis à un système qui l'a déshumanisé, mais il a refusé d'être consommé par l'amertume. Sa résilience ne visait pas simplement à subir son emprisonnement. Il s'agissait de transformer cette expérience en quelque chose de puissant. Il a choisi de dépasser ces circonstances, d'utiliser le temps pour grandir, apprendre et réfléchir à son rôle dans la lutte plus large pour la liberté. La résilience de Mandela n'était pas seulement psychologique, c'était stratégique. À bien des égards, son temps de prison reflétait le mouvement stratégique d'un pion sur l'échiquier, progressant toujours, se positionnant toujours à un moment de transformation. Il a compris que sa liberté, un peu comme la promotion d'un pion, ne viendrait pas du jour au lendemain. Il faudrait des mouvements prudents et calculés, une compréhension du jeu plus large, et la capacité de résister aux revers inévitables. Sa capacité à transformer sa souffrance en force, sa colère dans la sagesse, témoigne de l'extraordinaire pouvoir psychologique qui peut découler de la plus écrasante des circonstances. Cette transformation, tout comme la promotion du pion, est un symbole puissant de ce qui peut arriver lorsque nous changeons notre perception de nos propres limites. Mandela a montré au monde que même dans les moments les plus sombres, il y a la possibilité de croissance, de transcendance. Le pion, qui aurait pu apparaître insignifiant au début, peut se lever pour devenir un roi ou une reine, changeant complètement le cours du jeu. La vie de Mandela nous rappelle profondément que peu importe à quel point nous pouvons nous sentir impuissants, le pouvoir de changer le jeu est en nous tous. Le voyage du pion au roi ne concerne pas seulement les circonstances extérieures. Il s'agit de la transformation interne qui a lieu lorsque nous décidons de prendre le contrôle de notre propre récit. Alors que nous continuons d'explorer ce concept de transformation, nous verrons comment la résilience et le sacrifice se déroulent dans le monde de la stratégie et comment certains doivent être disposés à abandonner des pièces afin d'atteindre l'objectif ultime. Le pion, dans sa marche tranquille, a le potentiel de devenir tellement plus. L'histoire de Mandela nous montre que même les débuts les plus humbles peuvent conduire aux changements les plus monumentaux. Dans le jeu des échecs, le sacrifice est souvent considéré comme un mal nécessaire. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais une importance stratégique profonde. Les grands maîtres le comprennent implicitement. Afin d'atteindre la victoire, il faut parfois abandonner même les pièces les plus précieuses du tableau. Garry Kasparov, l'un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire, a démontré cette philosophie avec une précision dévastatrice tout au long de sa carrière. Sa compréhension de quand et comment sacrifier les pièces, et surtout des pions, était une caractéristique de son génie. Pourtant, ce concept s'étend bien au-delà des échecs de la vie. La réalité brutale de la stratégie implique souvent de sacrifier quelque chose de précieux pour le plus grand objectif. L'approche de Kasparov envers les échecs a été définie par sa volonté de se mettre dans des situations difficiles, de faire des sacrifices audacieux et de forcer ses adversaires à des positions où ils ont dû prendre des décisions tout aussi difficiles. Il a compris que parfois, pour gagner un avantage, il faut créer un sentiment de danger, exercer une pression sur l'adversaire en sacrifiant un pion ou même une reine. Dans ses matchs célèbres, Kasparov offrait souvent un morceau, se plaçant apparemment dans un désavantage, pour tourner plus tard le jeu en sa faveur avec une brillante contre-attaque. Cette stratégie d'offrir un pion a été une décision calculée de manipuler le flux du jeu. La vraie question cependant est qui sont les pions dans notre propre vie? Les gens, les ressources ou les opportunités qui sont sacrifiées pour une plus grande vision? Dans le monde de la politique, des affaires et même des relations personnelles, nous voyons souvent des gens qui sont sacrifiés pour le plus grand bien, sciemment ou inconsciemment. C'est une dure vérité à laquelle beaucoup ne veulent pas affronter l'idée que pour chaque leader à succès, pour chaque cause victorieuse, il y a d'innombrables sacrifices invisibles en cours de route. Le problème se pose lorsque les individus deviennent des pions dans un jeu dont ils ne réalisent même pas qu'ils font partie, lorsqu'ils sont manipulés et jetés sans jamais avoir leur mot à dire dans leur sort. Pourtant,
Tout comme Kasparov a sacrifié les pions pour créer des opportunités, il y a une certaine agence dans ce processus si nous en sommes conscients. Dans la vie, le sacrifice stratégique consiste souvent à savoir quand abandonner quelque chose afin de construire quelque chose de mieux. Mais il est crucial que nous ne soyons pas aveuglément sacrifiés par les autres. La clé réside dans la reconnaissance du moment où nous sommes utilisés comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Et peut-être plus important encore, de savoir comment prendre le contrôle de notre propre stratégie. Comment éviter de devenir le pion qui est sacrifié sans consentement? Comment pouvons-nous nous assurer que les sacrifices que nous faisons se font avec un objectif plus important à l'esprit plutôt que par conséquent? Le jeu de quelqu'un d'autre, et peut-être plus important encore, savoir comment prendre le contrôle de notre propre stratégie. Comment éviter de devenir le pion qui est sacrifié sans consentement? Comment pouvons-nous nous assurer que les sacrifices que nous faisons se font avec un objectif plus important à l'esprit plutôt qu'en raison de la manipulation ou de l'exploitation? Dans le contexte plus large du jeu d'échecs de la vie, nous devons apprendre à faire la différence entre être le pion qui est sacrifié dans un but plus grand et être le pion qui est exploité pour le gain de quelqu'un d'autre. Le défi n'est pas simplement de reconnaître quand des sacrifices sont nécessaires, mais de nous assurer que nous ne sommes pas relégués à la position de sacrifice sans notre consentement. Nous devons être stratégiques dans notre propre vie, comprendre quand faire des sacrifices, et plus important encore, quand nous protéger contre les autres. La maîtrise du sacrifice de Kasparov, sa capacité à transformer la perte d'une pièce en un moment d'opportunité, nous enseigne que la clé de la survie et du succès n'est pas simplement d'éviter le sacrifice, mais de l'embrasser avec un... Mais à mesure que nous allons de l'avant, nous devons nous demander, faisons-nous nos sacrifices dans un but? En quoi nous croyons vraiment? Ou sommes-nous poussés à des positions de sacrifice au profit du jeu de quelqu'un d'autre? Dans le monde des échecs, certains grands maîtres sont connus pour leurs mouvements audacieux et agressifs, tandis que d'autres sont célébrés pour leur maîtrise calme et presque imperceptible. José Raúl Capablanca, l'un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps, était un maître de ce dernier. Son approche du jeu n'était pas une agression manifeste, mais plutôt une subtile domination stratégique. Le génie de Capablanca résidait dans sa capacité à contrôler le fruit du jeu sans jamais se précipiter, comme un pion avançant lentement à travers le tableau. La stratégie de Capablanca concernait le positionnement, la patience et l'accumulation minutieuse du pouvoir. Son comportement calme et composé cachait souvent l'éclat féroce en dessous, alors qu'il manipulait soigneusement les mouvements de son adversaire, attendant le bon moment pour frapper. Le jeu de Capablanca a été caractérisé par une compréhension inégalée des principes sous-jacents du jeu. Il ne s'appuyait pas sur des tactiques flashy ou des sacrifices dramatiques, mais s'est plutôt concentré sur l'art du positionnement. Il était un maître de la création de positions apparemment ordinaires qui, avec les bons mouvements, se transformeraient progressivement en un avantage gagnant. Le pion, souvent perçu comme la pièce la moins glamour du tableau, a joué un rôle central dans la stratégie de Capablanca. Pour lui, la progression lente et régulière du pion était un outil puissant pour créer les bases nécessaires pour une victoire éventuelle. Ce que Capablanca a compris, et ce que de nombreux grands maîtres modernes ont depuis adopté, c'est cette vraie maîtrise dans les échecs. Et peut-être dans la vie, ne provient pas du spectaculaire ou de l'immédiat, mais de la capacité de dominer lentement et régulièrement sans avoir besoin d'une attention ou d'une affichage constante. L'approche stratégique calme de Capablanca sert de rappel puissant de la valeur de la patience et de la discipline dans un monde qui valorise souvent la vitesse et la gratification instantanée. La méthode de Capablanca témoignait de la force silencieuse qui accompagne une action stable et délibérée. Sa capacité à créer une pression sans être manifeste a été la clé de son succès. Tout comme le mouvement du pion à tous les niveaux, la stratégie de Capablanca était une progression progressive vers la domination. Il n'a pas précipité ses morceaux au combat, mais a plutôt attendu le moment parfait pour frapper. Cette accumulation lente a souvent laissé ses adversaires confus et incertains de la façon de gérer la tension croissante. Capablanca a compris que le succès, à la fois dans les échecs et dans la vie, est souvent le résultat de la mise en place des bases. Ses pièces au combat, mais ont plutôt attendu le moment idéal pour frapper. Cette accumulation lente a souvent laissé ses adversaires confus et incertains de la façon de gérer la tension croissante. Capablanca a compris que le succès, tant dans les échecs et dans la vie, est souvent le résultat de la mise en place des bases, faisant de petites étapes incrémentielles vers un objectif plus large. Son style a montré que, tout comme le pion doit avancer étape par étape, la vraie domination ne vient pas de se précipiter à la fin, mais de l'avenir de manière stratégique, tranquille et avec un but.
Dans la vie, nous nous retrouvons souvent confrontés à des situations où les solutions bruyantes et rapides semblent être les plus attrayantes. Pourtant, la philosophie de Capablanca suggère que le véritable pouvoir réside dans la patience et la retenue stratégique. Le pion peut sembler faible et modeste, mais entre les bonnes mains, elle peut devenir une force imparable. L'approche de Capablanca nous montre que nous n'avons pas besoin de crier pour être entendus. Parfois, les plus grands mouvements sont ceux que nous faisons lentement, régulièrement, et avec pleine conscience de leur impact à long terme. La maîtrise de Capablanca de l'éjecteur nous apprend que la domination lente n'est pas une question d'inaction. Il s'agit d'un mouvement déterminé. Le voyage du pion, bien que lent et banal à première vue, a le potentiel de changer complètement le jeu, tout comme nos propres efforts silencieux peuvent conduire à un changement monumental dans nos vies. Alors que nous continuons à explorer l'esprit du maître stratège, nous verrons comment cette approche lente et délibérée peut également être vue dans l'éclat et la folie de la pièce de Bobby Fischer. Mais pour l'instant, nous pouvons réfléchir à la façon dont la maîtrise tranquille de Capablanca, son patient, un contrôle presque invisible sur le jeu, nous rappelle le pouvoir de la domination stratégique calme. La vie de Bobby Fischer était un mélange de génie et de folie, un tourbillon de brillance qui a défié les règles conventionnelles des échecs et de la société. Fischer, souvent considéré comme un prodige dans ses premières années, est rapidement devenu quelque chose de plus, une force rebelle qui a contesté non seulement les structures des échecs, mais aussi les systèmes même qui cherchaient à le contrôler. La relation de Fischer avec le jeu d'échecs, comme celle d'un pion qui s'élevant de l'obscurité, était compliquée et lourde de tensions. Il a commencé comme un jeune joueur inconnu, mais à travers une brillance et une obsession inflexible pour le jeu, il s'est rapidement élevé au sommet des échecs, renversant des champions et battant des records en cours de route. Cependant, la montée de Fischer n'était pas une conformité. Il était le pion qui a refusé de rester dans son rôle prescrit. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Fischer a refusé d'accepter simplement le statu quo des échecs compétitifs. Il n'a pas joué selon les règles établies, il n'a pas respecté les attentes, et il n'a pas suivi les voies traditionnelles du succès. Il a rejeté le système même qui lui avait permis de se lever en premier lieu. La rébellion de Fischer n'est pas née d'un lieu de frustration, mais d'un besoin intense de prouver que lui, et seulement lui, pouvait façonner son propre destin dans le jeu des échecs. La valeur d'un pion est généralement déterminée par sa position et son potentiel de promotion, mais Fischer a pris cette idée à l'extrême, transformant l'idée d'un pion en quelque chose de bien plus subversif. Il n'a pas seulement joué au jeu, il l'a changé. Il a introduit de nouvelles stratégies, de nouvelles approches et de nouvelles façons de penser qui ont souvent laissé ses adversaires qui ont du mal à rattraper leur retard. L'éclat de Fischer était qu'il comprenait le côté psychologique des échecs d'une manière que personne d'autre n'a fait. Il entrerait dans l'esprit de ses adversaires, les déstabilisant avant de pouvoir répondre. A introduit de nouvelles stratégies, de nouvelles approches et de nouvelles façons de penser qui ont souvent laissé ses adversaires qui ont du mal à rattraper leur retard. L'éclat de Fischer était qu'il comprenait le côté psychologique des échecs d'une manière que personne d'autre n'a fait. Il entrerait dans l'esprit de ses adversaires, les déstabilisant avant même qu'ils ne bougent, perturbant les fondations même du jeu. Pourtant, la rébellion de Fischer est venue avec un coup, son refus de se conformer et sa tendance à rejeter tout ce qu'il jugeait sous lui, l'aliénait du monde des échecs qu'il avait admiré autrefois. Il s'est retiré de la vie publique, refusant de défendre son titre, et est devenu une figure controversée qui était à la fois vénérée et injuriée. L'histoire de Fischer est un rappel brutal du prix du défi, le coup de défier le système, de refuser d'être juste un autre pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Alors que son génie était indéniable, c'était aussi sa perte. Le refus de Fischer de jouer le jeu par les règles le laissait isolé. Son héritage entaché par ses excentricités et son incapacité à se connecter avec le monde en dehors des échecs. La vie et la carrière de Bobby Fischer reflètent la complexité du parcours du pion. Un pion, par définition, est jetable, un simple instrument dans le plus grand jeu. Mais que se passe-t-il lorsque le pion décide de se rebeller, quand il refuse d'être sacrifié pour les autres? Fischer nous a montré que parfois la rébellion peut entraîner une grandeur, mais cela peut également conduire à l'isolement et à la folie. Son refus de jouer selon les règles l'a finalement transformé d'un symbole de génie à une tragédie. Le pion qui semblait autrefois destiné à être sacrifié est devenu un symbole de défi, changeant le jeu pour toujours. Mais à la fin, l'histoire de Fischer nous demande: cela en vaut-il la peine? Est-ce que défier le système, rejeter les règles, vaut-il le coup personnel?
Alors que nous réfléchissons au voyage brillant et tragique de Bobby Fischer, nous nous rappelons les complexités qui définissent l'expérience humaine. Tout comme le pion, nous avons le potentiel de grandeur. Mais la question est quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour y parvenir? Le parcours de Fischer nous met au défi de réfléchir à l'équilibre entre la rébellion et la conformité, entre le génie et la folie, et entre jouer par les règles et réécrire complètement les règles. Alors que nous avançons dans la vie, nous devons nous demander jouons-nous au jeu ou changeons-nous le jeu? Si vous avez trouvé cette vidéo qui stimule la réflexion, assurez-vous de frapper le bouton like et abonnez-vous au Miroir de Lettres pour des plongées plus profondes dans la philosophie, la stratégie et l'expérience humaine. Nous explorons de nouvelles perspectives chaque jour et votre soutien signifie le monde pour nous. N'oubliez pas d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Rejoignez notre communauté croissante et continuons à débloquer les mystères de la vie ensemble.